Et on va commencer par la première présentation, Point Blank, par Christophe Rebouquet. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes à distance. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Je vais vous parler aujourd'hui d'un package Point Blank avec lequel je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis juste un utilisateur. Quand je l'ai découvert, ma vie, en tout cas, mon image auprès de mes clients a complètement changé et c'est une expérience que j'ai envie de partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je travaillais sur un projet très classique dans l'industrie aéronautique. Il y a des robots qui crachent des logs. Quelqu'un les a mis dans des Excel files qui doivent être traités avec une secret sauce en Python pour faire finalement un dashboard. Nous, on a choisi Shiny pour faire le dashboard. Mais entre les deux, il y a évidemment un process d'ETL. Et le process d'ETL, donc extraction, transform and load des data pour faire quelque chose qui part d'un log et qui finit dans un dashboard. Ce process, donc vous l'avez entendu, il y a des fichiers Excel au milieu du code Python. Donc vous commencez à sentir l'horreur qui se cache derrière. Moi, j'ai choisi de faire un ETL en R. Et parce que ça me permettait d'échanger avec mon client quand la donnée était vraiment moche, lui proposer de voir que sa donnée était moche. Alors, avant de commencer, à qui ce genre d'histoire est déjà arrivé ? D'avoir des données qui arrivent au fil de l'eau, n'hésitez pas, une seule personne, je peux arrêter alors parce que ça m'intéresse. Des données qui arrivent au fil de l'eau, on imagine qu'elles ont un certain format et puis tout à coup, on est surpris. Donc, moi, j'ai fait un notebook que j'ai publié pour montrer à mon client que tout se passait bien, parce que, évidemment, le notebook tourne régulièrement, parce que chaque jour, il a des nouvelles données à ingérer. Donc, j'ai commencé un joli notebook, et puis très vite, je me suis dit, la qualité des données, peut-être il faut investir un peu là-dessus. Et donc, j'ai commencé à faire un joli paragraphe pour vérifier la qualité des données qui ressortaient de cette chaîne un petit peu compliquée d'ETL. Alors là, vous ne le voyez pas, mais typiquement, il y a 6000, il y a 2 fois 1000 fichiers Excel qui viennent de 2 chaînes. Donc on peut imaginer le pire. Donc ma première proposition pour regarder la qualité des données, c'était ça. C'est utiliser le package bien connu AssertDat. Le package AssertDat, il est bien parce que c'est le même package que TestDat, enfin en tout cas au niveau de la syntaxe. Donc on peut pondre des tests d'assertion sur les données assez facilement. N'importe qui a fait du TestDat fait de l'AssertDat au kilomètre, j'ai envie de dire. Voilà le résultat, donc j'étais super heureux. J'ai fait une petite dizaine de tests sur le format des données. Ils passent tous, le résultat c'est tous true, donc ils passent tous. Puis sur la qualité technique, sur la couche technique des données, puis sur la couche métier des données. Et tous les tests passent et j'étais super fier de moi, mes données étaient propres. Et là, je me suis dit, mais ça, quand je vais le présenter à mon client, il va aller faire ses mails pendant la réunion. Et heureusement, ça, c'était avant Point Blank. Et Point Blank est arrivé dans ma boîte je ne sais pas quelle boîte d'ailleurs. Et j'ai transformé ce pipeline de tests avec Point Blank. Et voilà le résultat. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au lieu d'avoir des trous qui sont les résultats de mes tests et rien d'autre, parce que dans AssertDat, je ne montre pas le code à mon client et il est apeuré quand il voit du code, et il a raison. Point Blank redonne le même résultat sur mes tests sous forme de tableau. Et comme il le met sous forme de tableau HTML dynamique, j'ai non seulement une jolie présentation des tests avec une barre verte sur le côté pour les tests qui passent et rouge si le test échoue, une description du test, le nombre d'occurrences et le résultat avec un point rouge et un point vert et éventuellement tout un tas d'autres colonnes.
C'est un peu dense, mais c'est beau. Et j'ai beaucoup plus de fierté à le présenter à mon client en lui disant, regardez, j'ai fait du test de validation sur, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur le clean robot table. Et je suis capable de lui montrer que j'ai testé, que la colonne Tartampion existe et que toutes les colonnes existent et que j'ai rien perdu avec Python, on n'est jamais sûr de rien, et avec Excel encore moins. Et ça, je peux le multiplier parce que mon rapport, il ressemble à quelque chose d'un très joli dossier HTML avec des tableaux, des couleurs. Bon, là, le test des colonnes, c'est un peu embêtant, mais dès que je passe à des tests un peu plus avancés sur la couche technique, donc là, je vais me permettre de rentrer un peu dans les tests que j'ai faits. Alors là, c'est trop petit, je ne les vois pas, donc ça va être de mémoire. Je teste donc sur mes 2 millions de points, vous voyez dans la colonne unit que j'ai 2 millions de points, que les valeurs des colonnes sont dans une certaine size. Donc si j'avais mis le code qui fait ça en R, même si on le comprend tous ici, mon client il ne veut pas voir du code, il s'en moque. De même, j'ai pu mettre une expression qui assure que, donc là je suis au niveau technique, que des dates de start sont inférieures à des timestamps de start sont inférieurs à des timestamps de fin, des timestamps de début sont inférieurs à des timestamps de fin, que les timestamps de fin sont inférieurs à la date actuelle, des choses tout à fait évidentes pour l'humain, pas du tout pour les machines. Tout passe, je suis très heureux. Je peux faire aussi des tests au niveau business, et ils passent tous aussi. Je peux tester des listes de level dans des facteurs, donc que rien n'a été... et je suis fier de pouvoir le montrer à mon client. Et c'est vraiment toute la clé. Je vois que c'est écrit un peu petit, mais vous aurez les slides disponibles sur... ils sont déjà disponibles sur un repo GitHub, donc vous pourrez zoomer à votre convenance. Et là, par exemple, j'ai là le dernier test du deuxième tableau qui ne marche pas, enfin qui échoue en tout cas. C'est le nombre de rows de ma table qui devrait être supérieur. Vous ne pouvez pas comprendre, mais enfin, je teste le nombre de lignes de ma table et le test échoue. Donc, j'ai un point orange dans la colonne W comme warning et un point rouge dans la colonne S comme stop. Donc, en plus, je peux déclarer des actions en fonction du niveau du résultat du test. Donc, vous commencez à voir qu'on va pouvoir non seulement tester l'état d'une table, mais l'insérer dans un workflow. Alors, comme je vous l'ai dit, le tableau il est un peu incompréhensible. Sauf que comme c'est de l'HTML dynamique, j'ai un hover. Si je passe la souris sur le test qui ne marche pas, j'ai une phrase explicite qui dit les lignes souffrent d'un nombre d'événements perdus de plus de 10% et elles réclament de l'investigation. Donc, mon client, il peut passer la souris sur le tableau pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce test incompréhensible qui échoue. Et là, vous vous dites, il doit y avoir des milliers de lignes de code pour arriver à ça. Alors, je vais vous parler un peu de la théorie de Point Blank. Donc ça, c'est extrait du site web de Point Blank. Donc c'est la vignette du package, il n'y a pas de magie. Il faut que je mentionne que Point Blank est fait par Richard Yannon. C'est un nom qui doit vous dire quelque chose. C'est celui qui a fait Diagram R. Il travaille chez RStudio, mais Diagram R, c'est un package pour faire des plots GraphViz et des diagrammes GraphViz et l'autre, je ne sais plus son nom. C'est quelqu'un qui travaille énormément le design de ses sites web et c'est très agréable à se les approprier. Donc ça, j'ai rien eu à faire, j'ai piqué l'image sur le site web du package. Pour parler de l'architecture du package. Donc, comment tout ça s'architecte? On définit un agent avec la fonction createAgent. On lui ajoute une liste de fonctions de validation. Le createAgent, on l'attache à une table
Table ou data frame, comme vous voulez. On lui ajoute des fonctions de validation qui ont chacune un pictogramme que vous retrouvez dans le tableau. Donc, à la première découverte, c'est un petit peu obscur, mais très vite, on a visuellement ce qui se passe quand un test échoue, de quoi il s'agit. Et quand tout ça est formé, on a une fonction interrogate qui va, au moment où on l'active, aller tester le contenu de la table. Ça semble super compliqué, en réalité, c'est assez simple. Donc, je vais vous montrer l'exemple du package aussi, hein, donc rien de très compliqué. Donc, vous prenez une table tout à fait standard avec tout un tas de formats dans les colonnes. Il se trouve qu'il y a des valeurs manquantes et c'est ce qu'on va tester. Donc, la syntaxe, vous l'avez sur la droite. Donc, on crée un agent avec create agent. On lui dit sur quel table ici il va travailler. On peut lui ajouter des décorateurs qui vont être plus jolis dans le tableau de résultats, par exemple table name et label. Et on lui ajoute des tests. Ici, on teste que la colonne isPosX, donc vous voyez que bon, la syntaxe, elle est assez lisible. On fait tout un tas de tests et on finit par une commande interrogate sur cet agent qui va, au moment où on l'exécute, dérouler les tests. Là, vous pouvez me dire, l'HTML si sexy promis n'y est pas. Bon, en fait, quand on questionne l'objet agent, il y a une mini Shiny app qui arrive dans le notebook et c'est le tableau dynamique. Alors, une chose que vous n'aviez pas vue sur mon exemple personnel, c'était qu'il y a une colonne ext qui propose un bouton sur lequel on peut cliquer avec le CSV des erreurs. Et ça, vous allez voir tout à l'heure que c'est magique, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des erreurs dans la qualité des données, mais si on peut tout de suite voir lesquelles, c'est encore meilleur. La liste, oui. Oui. Les icônes dans Step, c'est toi qui les choisis ou c'est en fonction du test? Non, c'est directement lié à la fonction de validation. On ne choisit rien du tout. Et c'est une bonne question. Vous voyez que dans le code, ça, c'est le code qui fait le tableau HTML complet. Donc, on ne fait rien de plus que, grosso modo, les assert, enfin, ce qu'on avait mis dans assert date ou test date. Donc, l'effort pour le développeur est à peu près est minimaliste. Jamais sous-estimer l'effort du développeur. La liste des fonctions de validation, elle est très longue, mais il y a surtout une fonction de validation qui est en bas à gauche, qui est colonne validate expression, colonne vals express, expr, qui permet de mettre n'importe quelle expression dans de code dans lequel on peut mettre toutes les choses tout à fait bizarres qui peuvent se passer dans la colonne d'une table ou d'une data frame. Et c'est avec ça que j'ai utilisé pour faire de la validation métier sur mes colonnes, parce que, évidemment, c'est forcément très spécifique. Je vous ai montré donc le magnifique tableau que j'ai livré à mon client avec ce Hoover qui lui disait ce qu'il fallait faire quand un test échouait. J'espère ne pas vous avoir menti en vous montrant le code exact qui produit ce tableau. Donc, c'est vraiment pas beaucoup plus que le code de l'exemple du package. Il y a juste, ce qui n'est pas dans l'exemple du package, les niveaux pour les actions, donc qui sont le taux d'erreur qui déclenche un warning. Donc, on warn at 0.1, donc à 10% d'erreur, on déclenche le point orange sur les warnings, et stop at 0.3 à 30% d'erreur. Et ce que j'ai ajouté aussi, c'est le brief qui va être le Hoover sur le tableau quand on passe la souris au-dessus d'un test. Donc, vous voyez que l'effort est minimal. Alors, très bonne question, ça vient dans le slide d'après. Est-ce que les actions sont juste sur le pourcentage du taux d'erreur? On peut faire plus. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça vient juste après. Donc ça, c'est point blank
les premières fonctions de Point Blank, c'est vérifier le contenu, la qualité du contenu d'une data frame, enfin d'un tableau. Il y a une deuxième étape de validation dans Point Blank, c'est la validation d'un pipeline. Et donc, effectivement, on peut, avec Point Blank, configurer à certaines étapes de la validation des tests et des actions en fonction du niveau d'échec des tests. Alors, je ne pense pas avoir le temps de développer ça, mais je vous invite à aller lire la doc de Point Blank pour cette partie-là. Mais peut-être me suis-je trompé quant à être capable de faire plus que tester un taux d'erreur sur le test. Donc, j'ai juste copié ça aussi, qui est le b.a.-ba de la configuration des actions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut configurer la mesure et l'action qui va avec. Et alors, il me reste peu de temps, mais moi, j'étais tellement heureux d'utiliser Point Blank que j'ai choisi aussi de l'utiliser dans un hackathon. Et c'est une nouvelle méthode de développement autour de la donnée que je vous propose et qui nous permettra d'échanger à la fin. Alors, ce hackathon, il s'agissait d'extraire de la donnée de plusieurs PDF. Voilà, grosso modo, une page de PDF. Et il fallait extraire ce qui s'appelle un waypoint. Donc, c'est dans dans les normes aériennes, des points dans l'espace par lesquels les avions doivent passer pour leur approche dans les aéroports. Ces points changent au cours du temps. Et donc, ces PDF sont les publications par les aéroports de quels sont les points qui ont changé et qui doivent être pris en compte par tous les avions au fur et à mesure de leur changement. Donc, la méthode de publication est un PDF. On pourra le critiquer. Mais le challenge, le hackathon, c'était extraire ces infos des PDF. Et vous vous rendez bien compte que il y a des infos qui sont assez critiques, sur lesquelles il ne faut pas trop se tromper. C'est la latitude et la longitude, parce que l'avion ne doit pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le sujet du hackathon. Et alors, le hackathon disait, il y a au travers de tous les PDF listés, il y a 173 waypoints à extraire. Donc, il faut les retrouver entre les pages, dans les bonnes sections du document et identifier ceux qui changent et pas les autres. Donc, il y en a 173. Donc, moi, j'ai choisi de faire du test-driven data development, c'est-à-dire j'ai écrit les tests avant de développer l'extraction. Et donc, j'ai fait des tests sur la qualité de la latitude, la qualité de la longitude, être sûr que je retrouvais l'ICAO région, qui est un autre paramètre clé, et ainsi de suite. Et puis, le test échouait. Il continue d'échouer d'ailleurs, hein, vous pouvez le voir. Mais je savais que sur l'ensemble des PDF, à chaque fois que je mettais à jour mon code pour affiner une mesure ou une autre, j'avais des impacts sur le reste des PDF, que je ne pouvais pas tous ouvrir, je ne pouvais pas naviguer dans les 100 pages de 7 ou 10 PDF, c'était trop d'informations. Mais là, j'avais le résumé de où et quand échoue mon code d'extraction de latitude, mon code d'extraction de longitude. Non, d'ICAO région. Donc, juste en cliquant sur le CSV, je savais où il fallait que je continue de travailler ou pas pour améliorer mon meilleur score. Ça n'est que la répétition de ce que j'ai déjà dit. Et donc, c'est une nouvelle méthode de développement que je vous propose de discuter. Donc, c'est plus TDD qui est passé de mode. Maintenant, c'est TDDD, c'est Data Test Driven Data Development. Si ça vous inspire, je suis prêt à échanger avec vous là-dessus. Merci Christophe. Sinon, je vais parler là. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Les CSV
Tu peux répéter la question du coup pour Alors, ceux en visio la question, c'est dans le CSV de rapport, qu'est-ce qu'on récupère? Je pense qu'on récupère les lignes de la table dont le test échoue, et sous forme de CSV. De mémoire. Oui, c'est forcément ça. En fait, c'est nécessairement ça, puisqu'il y a forcément des colonnes d'identification dans la table et il y a les valeurs et puis l'impact des valeurs entre elles. Et alors, on peut se dire, pourquoi mettre un CSV alors qu'on est dans le monde R et une table aurait été tellement plus jolie? Eh ben, en fait, on se rend bien compte que la cible de ce package, c'est vraiment de le présenter à des utilisateurs non développeurs R, parce que quand on donne un CSV à n'importe qui, il sait quoi faire avec. Alors, n'ayant pas d'outil Microsoft sur mon PC, je ne sais pas, je risque de répondre à côté de la plaque. Non, ça download un CSV dans ton navigateur parce qu'on est dans... Après, ton navigateur, il peut faire plus. Peut-être, par exemple, ouvrir Excel à partir du CSV, je ne sais pas. Déjà que parser des PDF, ça a l'air hyper rébarbatif, tu nous proposes de le faire en écrivant des tests unitaires au préalable. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est rajouter du rébarbatif sur du rébarbatif? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Alors, ben oui, alors malheureusement, parser des PDF, c'est mon métier. Alors, on peut porter un jugement dessus. Je suis prêt à l'entendre. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça rajoutait de la couleur sur le rébarbatif. Donc, alors que les PDF sont très souvent en noir et blanc. Donc, voilà, moi ça m'a éclairé. Est-ce qu'il y a des questions, Marion, à distance? Non. Vous pouvez vous unmute si vous avez des questions. Du coup, toi, ce que tu as publié, c'est un notebook qui utilise ce package-là, c'est ça? Ce que tu as mis sur GitHub, c'est le... Alors, vous pouvez trouver sur le GitHub Cregooby le PDF de cette présentation. D'accord, ok. Non, je n'ai pas publié de code qui va avec. Je pensais que tu avais publié un petit... Non, chacun fera facilement le code qui teste ces data frames. Très bien, merci Christophe.